Bonjour, bienvenue sur notre podcast de fil en aiguille. Je suis absolument ravi de recevoir aujourd'hui Alessia Guardasol qui va vous présenter son travail sur Galien et sur la médecine grecque de l'Antiquité. Bonjour Alessia, je vous laisse vous présenter votre parcours et Oui, votre travail. oui, bonjour Tristan. Je suis directrice de recherche au CNRS, spécialisée en histoire de la médecine antique, sur une période très très longue finalement qui va du 5e siècle avant Jésus-Christ au 13e, 14e siècle de notre ère. Parce que l'histoire de la médecine est quelque chose de diachronique, comme vous pouvez bien l'imaginer. En particulier, je suis spécialiste des deux grands corpus de textes que nous avons et qui nous donnent les renseignements sur cette histoire de la médecine, c'est-à-dire ce qui est appelé le corpus hippocratique, donc tous les traités, toutes les œuvres euh, dont on reconnaît la paternité à Hippocrate de Cos, donc nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, et spécialiste aussi du corpus galénique, donc dont on parlera plus spécifiquement aujourd'hui, mais vous verrez finalement que les deux corpus sont strictement connectés l'un avec l'autre. Avec Galien de Pergame, nous sommes au 2e siècle de notre ère, donc à l'époque impériale, avec des spécificités complètement différentes, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors Pour juste, mon parcours, ouais, Oui, allez-y. justement, on voit là déjà qu'entre Hippocrate et Galien, on a 600 ans, 6 siècles Oui, d'écart, ce qui est énorme si oui. on ramène ça à notre perception actuelle. C'est Mhm. comme si on s'intéressait à des événements publiés qui auraient été publiés dans les années 1400, 1500. Alors, Oui, et pour, en effet, j'ai l'habitude quand je fais cours à mes étudiants, finalement, de leur présenter une frise chronologique qui est essentielle déjà dans les études d'histoire. Et on voit un trou béant entre justement Hippocrate, donc entre le 5e, pas le 5e, parce que le corpus hippocratique, même si on parle d'Hippocrate, essentiellement, c'est des traités qui ont été composés pas par Hippocrate lui-même, pas uniquement par Hippocrate lui-même, mais aussi par son école et la fortune de cette école. Donc, on est à peu près entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Et après, il y a Galien, qui est notre source majeure, c'est-à-dire celui qui, par sa, disons, presque manie d'écrire, c'est un polygraphe, on lui doit, c'est devenu assez proverbial, mais un dixième de toute la littérature grecque que nous avons, c'est Galien qui l'a écrit. Donc, toute la littérature, hein, pas uniquement la littérature médicale. Et donc, tout ce trou béant, finalement, est occupé par un événement majeur dans l'histoire de la médecine qui se situe à Alexandrie en particulier, et qui date de l'époque hellénistique. Donc, nous sommes 4e, 3e siècle. Tout de suite après la conquête d'Alexandre, finalement, il y a, disons, le prince d'Alexandrie, c'était une dictature, finalement, qui est imposée et qui décide de donner une impulsion énorme aux sciences, pas qu'aux sciences médicales, mais c'est les sciences médicales qui nous intéressent aujourd'hui, autour du musée et de la bibliothèque d'Alexandrie. De toute cette partie de l'histoire de la littérature médicale, nous n'avons presque aucune autre source que Galien. D'où l'intérêt finalement multiple de l'étude de Galien, parce qu'il est à la fois auteur, médecin, auteur par lui-même finalement, mais aussi énorme source de ces 6 siècles, presque 6 siècles qui, qui sont passés entre Hippocrate et lui-même. Oui, alors du point de vue de l'historien, effectivement, il n'y a aucune source, pas de référence utilisable, mais forcément,
il y a eu des pratiques médicales, il y a eu sûrement des nouveautés, mais qui n'ont jamais été répertoriées, et donc on ne peut pas les connaître uniquement a posteriori, parce que Galien en aurait reçu comme enseignement, puisqu'il a étudié à Alexandrie lui-même. Aussi, oui. Oui, il y a un biais énorme qui est surtout la personnalité de Galien, c'est-à-dire Galien, non seulement c'est une grande source, mais c'est aussi, il est bien égotique, et donc le prisme par lequel il nous transmet ce qui s'est passé entre Hippocrate et lui, finalement, c'est son prisme personnel. Donc, il y a bien sûr les énormes maîtres alexandrins, notamment Hérophile et Érasistrate, parce que l'importance de cette époque, finalement, c'est la découverte anatomique et de l'anatomophysiologie en particulier. C'est la seule époque à Alexandrie dans l'histoire de la médecine où il était possible de disséquer des personnes encore en vie, parce que les condamnés à mort, finalement, ils étaient livrés à la science du musée. Et c'est vraiment, d'après ce qu'on a, mais là, pour ceci, Galien n'est pas la seule source. On a aussi Cels, qui est un polygraphe encyclopédiste de la première époque impériale. Nous sommes à Rome. Il y a aussi Tertullien, qui est un père de l'Église, mais qui reprend cette information. Donc, on est assez sûr sur cette information que les condamnés à mort étaient livrés aux chercheurs de l'histoire médicale, notamment Hérophile et notamment Érasistrate. Quelle est la différence? C'est que l'anatomie, on peut la connaître même sur des cadavres, mais l'anatomophysiologie, on la connaît sur des êtres vivants. Donc, pour la respiration, pour la circulation, c'est une époque d'énormes progrès. Mais il a basculé aussi. Il a basculé à un moment parce qu'il a fait beaucoup d'expérimentations sur le singe, voire sur d'autres animaux. Galien, oui, sur ces. Donc comment est-ce qu'il passe de la dissection de personnes vivantes à l'animal? À un moment, il y a eu un interdit qui a été posé ou? Sur cela, on n'a aucune source certaine, mais le problème, c'est que, disons, la dictature qui a imposé ce progrès et ces opérations a été, disons, n'était plus d'actualité au temps de Galien et surtout après l'époque hellénistique. Il y a un silence complet des sources. On a pour l'époque beaucoup plus tardive et encore en termes de dictature, quelques petits épisodes finalement de prisonniers, mais on est déjà à l'époque byzantine, 7e, 8e siècle de notre ère, où on a quelques épisodes de vivisection. Pour ce qui concerne Galien, il pouvait le faire, pas uniquement Galien, même tous les médecins qui lui étaient contemporains, il pouvait le faire sur des animaux. Et justement, vous évoquiez les singes. Les singes, il les utilisait vraiment, c'était une extrema ratio, parce que les singes étaient très proches des hommes, surtout leurs cris lorsqu'ils étaient vivisectionnés, rappelaient énormément les cris humains. Et donc, comme ces vivisections, ces expériences étaient rendues en public, parce qu'il y avait des assemblées publiques pendant lesquelles ils se mettaient, il faisait un théâtre, disons, et il y avait ces vivisections d'animaux, et donc il nous explique que les singes étaient vraiment très difficiles et très dangereuses pour le public. Alors c'est marrant parce qu'on est quand même très éloigné d'une théorie darwiniste d'évolution où on rapproche dans l'évolution le singe de l'homme. Donc à l'époque, c'est juste par analogie, c'est-à-dire identité des cris, identité du type de douleur qu'il utilise les singes comme représentants de l'espèce humaine, quoi.
Aussi par analogie anatomique, si vous voulez. Le problème pour lui, c'était vraiment le spectacle public qui était rendu très difficile. Autrement, c'était des chèvres. Hein. Il a vivisectionné aussi un éléphant. Donc, parce que en plus de ça, nous avons déjà dans ces traité d'anatomie, si vous voulez, l'explication complète, et nous pouvons voir quand il fait la transposition à l'homme, les anatomistes ont pu identifier quelles étaient les lacunes finalement. Galénique aussi, parce que il y a certains types d'anatomie finalement qui étaient propres à certains animaux qu'il avait disséqués et pas à l'homme. Mais je disais, l'analogie est faite aussi au niveau anatomique, si vous voulez. Il se rendait bien compte de la distance qu'il pouvait y avoir entre l'anatomie humaine et celle des animaux. Pour remettre un peu encore plus en perspective, donc on parle d'Hippocrate 600 ans avant Galien, 500 ans avant Jésus-Christ environ, ou avant notre ère, comme on dit. Et encore avant, il y a ces familles, les familles d'Asclépiade, donc médecins grecs qui sont un peu divisés en deux, entre ceux qui sont prêtres et qui utilisent les dieux pour soigner un peu de manière magique, et ceux qui seraient plus sur la santé humaine tout simplement, et donc il y a une filiation entre ces différentes époques et Galien justement. Il y a plutôt une cohabitation. Le fait qu'il y ait une filiation et vraiment une distinction entre la médecine des temples, on peut l'appeler comme ça, et la médecine rationnelle n'est pas tout à fait exacte. Les deux médecines cohabitent. Et c'est vraiment avec la personne d'Hippocrate. Il faut rappeler qu'Hippocrate était un asclépiade et que donc lui aussi, disons, héritier d'Asclépios, de la même famille qu'Asclépios, etc. La distinction du temps d'Hippocrate, c'était plutôt entre deux écoles. Deux écoles qui se trouvaient dans la même région. Donc l'école d'Hippocrate, c'était l'école de Cos, dite Coac avec un mot horrible aujourd'hui, mais bon, c'était l'école Coac. Et puis il y avait l'école de Cnide qui était sur la péninsule juste en face de Cos. Et c'était deux écoles qui suivaient des principes différents. Des principes que nous pouvons reconstruire par les écrits hippocratiques, parce que justement, même dans les traités hippocratiques, il y a une sorte de stratigraphie, c'est-à-dire il y avait des traces de l'enseignement de Cnide aussi dans l'école de Kos. Et l'enseignement de Cnide s'appuyait sur une thérapie différente. L'usage du petit lait, par exemple, l'usage de champignons particuliers pour justement faire de la moxibustion, qui était propre uniquement à l'école de Cnide, parce que nous la trouvons uniquement dans des traités qu'on peut faire remonter à une ancienne histoire de l'école de Cnide. Et c'est avec la personne d'Hippocrate que l'école de Cos prend la relève de tout l'enseignement et devient la plus importante. Mais si vous voyez le serment hippocratique, pas celui qu'aujourd'hui on fait prononcer encore dans les universités, dans les facultés de médecine, mais le plus ancien, il s'ouvre justement sur Asclépiade, sur toutes les divinités, parce que c'était vraiment l'ADN finalement de tout médecin. C'est uniquement... Oui, pardon. Non, vous parlez des champignons et ils ont été, on les connaît, ils ont été listés, ceux qu'on utilisait à l'époque en moxibustion ou autre, ou il y a... on les a dans des traités, parce que il y a dans le corpus hippocratique, il y a des traités qu'on appelle traités nosologiques, des traités qui parlent essentiellement, finalement, ils partent de la pathologie plutôt que des principes rationnels, etc. Et dans ces traités-là,
nous avons des listes de remèdes, donc de pharmaca, en grec, de remèdes dans lesquels nous trouvons ces champignons-là, par exemple. C'était un usage qui était fait aussi dans toute école de médecine, mais l'usage de ces champignons, nous les trouvons uniquement dans ces traités qui sont parmi les traités nosologiques et qui gardent donc des traces de l'école de Cnide. D'accord, mais comment, est-ce que vous savez comment ils sont arrivés à utiliser ces champignons? Non, on n'a aucune information. Ah, c'est ça. On n'a aucune information. On sait parce que dans ces recettes, c'est simplement des séries et puis parfois, mais vraiment, il faut être vraiment heureux à avoir de la chance finalement. Nous avons pas un processus de préparation, mais plutôt l'utilisation qu'il fallait en faire. Mais c'est vraiment, non. L'ouvrage majeur d'Hippocrate s'appelle Les aphorismes et c'est vraiment des textes aphoristiques, c'est-à-dire il y a 2-3 mots l'un à côté de l'autre et donc il y a le mot des champignons et après à brûler. Donc c'est pour ça qu'on connaît, mais il n'y a aucune et ils étaient utilisés essentiellement aussi dans des écrits gynécologiques. Parce que là aussi, c'est la grosse nouveauté du corpus hippocratique. Le fait qu'il y ait toute une partie gynécologique et sans aucune distinction finalement entre les patients hommes et femmes, c'est vraiment quelque chose d'objectif, que les pathologies et l'anatomie féminine étaient différentes par rapport aux pathologies, à certaines pathologies et anatomie masculine. Donc voilà. Mais les indications à cette époque-là, avec Hippocrate, sont vraiment le minimum, le strict nécessaire pour l'application de la part du médecin. Et vous évoquez la nosologie comme étant le socle fondamental du corpus, mais c'est ce qu'on retrouve aussi justement en médecine chinoise à la même époque, en médecine ayurvédique ou anciennement les médecines indiennes. C'est qu'on part du symptôme, on part de la douleur pour construire le traitement, et on part pas de la compréhension de la maladie. Hippocrate amène autre chose derrière, dans la théorie des humeurs. Oui, oui et non. C'est-à-dire, c'est pas le socle du corpus, la nosologie, c'est le socle. C'est plutôt le classement qu'on arrive à faire de ces traités qui ne datent pas, qui n'ont pas d'origine dans l'école de Kos. L'école de Cnide présentait les choses du point de vue nosologique. Donc, il y a la maladie ou certaines parties de certains types de maladies, et après il y a la thérapeutique. Le discours qui revient directement à Hippocrate et à l'école de Kos est un discours plus rationnel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'identifie avec le père de la médecine rationnelle. Il y a un principe, disons le diagnostic est fait à partir des patients, à partir de l'environnement, chose extrêmement importante, à partir aussi de la situation sociale et politique entre guillemets finalement, dans le sens des ressources que le patient avait à sa disposition. La partie environnementale est fondamentale dans la médecine hippocratique. Il a écrit un traité. Cette fois, on est presque sûr, on n'a jamais son nom sur les traités, mais le traité R.O.Lieu, c'est un traité de médecine environnementale. Il étudie systématiquement la région. Il dit que fondamental est d'étudier la région, la saison, l'âge du patient et la force du patient. Donc, tout ça, finalement, c'est vraiment, oui, la constitution et c'est quelque chose qui revient à Hippocrate et qui est la grosse révolution de cette époque. D'accord. Et Galien va continuer dans la même direction, à utiliser aussi l'environnement comme cause de maladie ou comme potentielle amélioration de la maladie.
Tout à fait. Il faut dire qu'après Hippocrate, même à Alexandrie, il y a une branche, toute une branche de la médecine qui d'ailleurs s'est gardée jusqu'à l'école salernitaine, si vous voulez, qui est l'école, la branche des commentaires à Hippocrate. C'est-à-dire, Hippocrate devient vraiment le dieu pour la divinité pour chaque médecin. Chaque école de médecine, et à un moment donné, il y en avait beaucoup. À part les fondamentales, mais il y en avait beaucoup qui surgissaient comme ça, surtout à Rome. Chaque école se voyait un Hippocrate et dans les fondements d'Hippocrate, le point de départ. Personne ne met jamais en cause ce qui a été dit par Hippocrate. Donc, on ne refait pas l'histoire, disons, on ne repart pas de l'histoire de la médecine, on repart de ce qu'Hippocrate a fait. Et puis, essentiellement, pour Galien, c'est vraiment l'école alexandrine, parce que il y a toute la partie anatomique et anatomo-physiologique sur laquelle se base la thérapeutique. Donc, il y a plusieurs traités de Galien qui sont consacrés à Hippocrate et à l'enseignement éthique, scientifique qu'Hippocrate a donné. Et il y a toute une partie, pas uniquement pour Galien, mais pour toutes les écoles, qui sont les commentaires à Hippocrate. Et c'est ce qui est de plus intéressant parce que le texte des traités hippocratiques est repris à la lettre. Donc, nous avons aussi la possibilité de voir quel Hippocrate il lisait. Et après, il y a les explications en fonction de l'école. On n'en a que deux exemples. D'un côté, Galien avec la plupart des commentaires, et de l'autre côté, Apollonios de Citium, qui est du 1er siècle avant notre ère et qui a écrit un commentaire aux articulations d'Hippocrate. Et donc, il y a toute la partie d'anatomie et de fractures, les réductions hippocratiques, le banc hippocratique, c'est grâce à ces traités-là qu'on les connaît finalement. Donc, dans ce traité, c'est De Articulis, c'est ça Les articulations, c'est le De Articulis, oui. Oui, et donc là, dans ce traité, et donc, il y a les réductions de fractures manuelles. Oui. Ah oui, d'accord, donc c'était quand même assez avancé. Oui. Ok. J'avais une autre question. Il a étudié, comme à l'époque, ça se faisait beaucoup la philosophie, mais j'ai l'impression que cette philosophie, contrairement à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, par exemple sur un élève de terminale ou même quelqu'un qui serait en licence, master de philo, la philosophie de l'époque était pragmatique, c'est-à-dire ce qu'on apprenait, on essayait de le mettre en œuvre. Si on était stoïcien, on devait appliquer les principes du stoïcisme à sa propre vie. C'était pas juste l'étude de principes, mais c'était des principes appliqués. Est-ce que lui, dans ses études philosophiques, il y a des choses qu'il a appliquées à sa vie et à sa recherche médicale qui apparaissent? Alors, disons que Galien a commencé à étudier la philosophie à 14 ans. Auparavant, il vient d'une famille d'architectes. Finalement, son père était architecte et il a commencé par des études d'arithmétique, de calcul, de grammaire. Et après, à 14 ans, son père a décidé qu'il devait aller voir toutes les parties, les écoles de philosophie, parce que c'est là encore, c'était des écoles. J'utilise pas le mot secte, mais c'est le mot que les Grecs utilisent. C'est Hairesis en grec, d'où vient notre nom d'hérésie, qui a pris un tournant complètement différent. Mais c'était un vrai choix de vie. Hairesis, ça veut dire choix. Et donc, c'était un choix de vie. Une fois qu'on choisissait l'école qu'on voulait, finalement, on la suivait pour la vie. De ce côté-là, il fallait qu'il se forme pour être prêt à la médecine. Il fallait qu'il se forme à toutes les écoles de philosophie, donc les épicuriens, les stoïciens. À la fin, lui, il sera plutôt un éclectique, c'est-à-dire quelqu'un qui prend un peu ce qu'il veut, ou ce qu'il peut, ce qu'il veut, les principes les plus importants de toutes les écoles.
Mais si vous voulez vraiment une philosophie appliquée à la vie, il y a eu une découverte exceptionnelle, je crois, si ma mémoire est bonne, en 2012, d'un traité de Galien qui a été découvert, redécouvert, c'était vraiment une découverte exceptionnelle, qui s'appelle « Ne pas se chagriner ». Le titre, en latin, c'est De Indolentia. Et là, finalement, c'est un traité, c'est une lettre qu'il écrit à un ami, dans lequel cet ami finalement lui a dit je sais que tout est bien était déposé dans disons une banque, voilà, un dépôt sécurisé à côté du Temple de la Paix. Il y a eu cet énorme incendie au Temple de la Paix et tu as perdu tout ce que tu avais là-dedans. Comment tu fais finalement pour ne pas être atterré par cette perte? Parce que là-dedans, il y avait vraiment les manuscrits, tous les traités qu'il avait, les épices qu'il avait récoltées pendant toute sa vie. Il y avait plusieurs choses de son cabinet médical, parce que Galien était richissime et il avait toutes les choses en plusieurs exemplaires, finalement, en plusieurs. Et là, il applique dans cette lettre le principe justement stoïcien de l'ataraxie, donc le fait de ne pas se faire blesser par ce qui peut nous arriver de l'extérieur. Et c'est un monument extraordinaire et surtout une source exceptionnelle sur ce qui était le quotidien à Rome à ce moment-là, comment récolter toutes les recettes de pharmacologie, comment récolter les épices, la bibliothèque. Alors, les spécialistes de bibliothèques anciennes, finalement, ont trouvé vraiment une mine d'informations et ce traité est vraiment l'application disons, d'une philosophie de vie à la vie quotidienne. Pour le reste, finalement, la philosophie était encore pour Galien, elle est partout dans son, il y a dans son corpus, il y a des traités spécifiquement philosophiques, par exemple, que Quod animi mores, pourquoi les coutumes de l'âme suivent les tempéraments de la personne. Et là aussi, donc il y a des notations qui sont tout à fait dans le quotidien, dans son quotidien, de principes qu'il a connus par sa formation philosophique. Mais la formation philosophique passait seulement et uniquement, comme pour la médecine, par les écoles. Et sur l'aspect religieux, puisque là on est en post après Jésus-Christ, est-ce qu'il est encore polythéiste? Est-ce qu'il est monothéiste? Est-ce qu'il est athée? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Alors, la religion de Galien, oui, on a beau chercher, on n'a pas réussi à comprendre. On n'a pas réussi à comprendre, surtout s'il était chrétien, s'il avait été atteint par justement par ce qui se passait à Rome au IIe siècle, parce que finalement, lui, il est né en 129 et il est mort fort probablement en 216. Donc, il était pile, disons, dans la période d'effervescence. Et surtout, il a passé pas la plupart de sa vie, mais 2 séjours à Rome auprès des empereurs pour ce qui concerne son deuxième séjour. Donc, du coup, il était là où il fallait être. Mais c'est Asclépios encore, Asclépios qui le voit un songe finalement et qui lui dit oui, c'est la médecine que tu dois choisir. Là aussi, c'est vraiment une cohabitation. C'est absolument pas une médecine des temples, celle qu'il applique, pas du tout. Elle existe encore, on le sait très bien, mais c'est vraiment la science finalement qui est son phare dans la vie. Et il y a certaines parties, par exemple, surtout dans ses écrits pharmacologiques, dans lesquels il nous donne des recettes d'amulettes, par exemple, parce que les recettes d'amulettes étaient vraiment très, très... C'est ce qu'on appelait autrefois la médecine populaire.
Vous voyez, donc j'accroche quelque chose à mon cou comme ça, je n'aurai plus d'attaque épileptique, etc. comme ça. Et Galien a fait tout une discussion dans ses traités et il dit je ne crois pas à l'efficacité de ces amulettes, mais je crois j'ai testé l'efficacité des ingrédients qui constituent ces amulettes. Donc c'est toujours ramener finalement l'efficacité à la science. Et donc, c'est à la base, c'est la science des différents ingrédients qui apportent une efficacité à cette amulette. Et donc, il dit, bon, vous avez ces recettes-là simplement parce que j'ai vu qu'ils sont efficaces de par leurs ingrédients et pas par la croyance. Donc ça, c'est une position matérialiste. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, matérialiste et aussi scientifique, si vous voulez, parce qu'il y avait la science des simples qui était fondamentale. Et que enfin les ingrédients végétaux, il y a des végétaux, des métaux et animaux aussi. Hein. Oui, à l'image de ce qui se fait en pharmacopée chinoise, les mêmes constituants. Oui. Un domaine qui est intéressant dans ce que j'ai pu lire aussi, c'est son rapport aux politiques, parce que bon, il a connu Marc Aurèle. Alors Marc Aurèle, de notoriété, empereur formidable, reconnu de tous, mais il a connu aussi son fils Commode, qui lui n'était pas considéré comme un empereur éclairé. Et il a réussi à naviguer au milieu de tout ça. Il a même, je crois, il a réussi à ne pas obéir à Marc Aurèle qui voulait l'emmener avec lui, et il a réussi à ne pas le suivre. Et comment est-ce qu'il a réussi à naviguer avec tous ses pouvoirs politiques? Alors, oui, alors je vous disais que Galien a eu 2 séjours à Rome. Pourquoi c'est très important? Parce que Galien, justement, il a une tchatche d'enfer et donc il a écrit 2 écrits. C'est le seul dans la littérature ancienne. Il a écrit 2 écrits biobibliographiques, c'est-à-dire un premier qui s'appelle Sur mes propres livres, dans lequel il nous dit tous ses livres, les traités qu'il a écrits, et puis un autre sur l'ordre de mes propres livres, c'est-à-dire l'ordre dans lequel ceux qui voulaient se former à la médecine devaient commencer à lire progressivement ces traités. Et lui, en nous parlant de ces traités, il dit j'ai écrit ça lors de mon premier séjour à Rome, ou bien un peu avant mon premier séjour, après lors de mon deuxième séjour, etc. C'est pour ça nous on utilise ce classement entre les 2 séjours de Galien à Rome. Et les 2 séjours sont tout à fait différents. Lors du premier séjour du 162-165, finalement 6 plutôt, il a dû se faire connaître. Et c'était là qu'il a approché des consuls, des gens qui venaient eux aussi de Pergame, qui est aujourd'hui en Turquie. Donc, du coup, c'était vraiment la Méditerranée orientale. Pour se faire connaître, et c'est le moment où donc il fait des manifestations publiques, des événements publics de vivisection, où il se fait connaître, etc. Il part de Rome fort probablement pour échapper à la peste. C'est pour ça entre 166 et puis il revient à Rome finalement en 169 et là c'est la partie où il est devenu vraiment le médecin de cour de Marc Aurèle. Et Marc Aurèle avait besoin de lui parce que c'était Galien qui lui préparait la thériaque, qui est disons le médicament dont Marc Aurèle était devenu complètement accro parce que c'était à base d'opium et de chair de vipère. Et donc
c'était Galien en personne qui lui a préparé ce médicament-là, et par l'importance qu'il avait obtenue finalement grâce à sa science, il arriva à le convaincre que c'était très important que Commode ait le plus grand médecin du monde existant à son côté, pendant que lui, il partait sur le terrain, sur une expédition militaire. Et donc, il arrive à le convaincre comme ça. Donc, du coup, c'était vraiment un argument très commode pour Galien. Et il réussit à rester à Rome et puis à naviguer jusqu'à Septime Sévère, parce que c'est Septime Sévère, c'est l'empereur encore ultérieur auprès duquel il a existé, il a travaillé, il a habité, il a exercé essentiellement à Rome. Sur cette partie-là, la dernière partie de sa vie, nous n'avons pas énormément d'informations finalement, au point que sa date de mort, elle n'est pas sûre. C'est entre 210 et aujourd'hui, c'est plutôt 216, par un croisement de sources grecques et arabes qu'on arrive à le reconstruire. Donc oui, politique, mais c'était pas, au départ, c'était pas la politique de l'empereur, c'était la politique des consuls, des proconsuls qui étaient à Rome, et donc toujours dans un environnement richissime dans lequel il évoluait. Mais il a un rôle fondamental dans cette politique médicale, apparemment, je ne sais pas, vous me confirmerez ou pas, mais avant, la médecine grecque était peu considérée à Rome, médecine d'esclaves, voire de charlatans, et les Romains étaient plus portés sur l'hygiène et l'exercice physique tel celui du militaire. Mais n'avait pas récupéré toute cette connaissance des médecins grecs, et Galien a fait changer un petit peu cette vision par les Romains de la médecine grecque. Ce n'est pas vraiment Galien, c'était un mouvement qui avait démarré déjà dans les peut-être 2 derniers siècles avant Jésus-Christ, donc avant notre ère. Il y a une figure de la médecine grecque, Asclépiade de Bithynie, finalement, qui est une mesure phare, qui avait été le fondateur de d'une troisième école, l'école méthodique, parce que à Alexandrie, il y avait les 2 écoles, c'était l'école logique ou dogmatique et l'école empirique, finalement, qui sont fondées, qui prennent naissance, etc., et qui se pérennisent jusqu'à la fin de l'époque impériale. Et vous dites bien, c'était une médecine d'esclaves, mais tout simplement parce que c'était des médecins qui étaient en Grèce et qui deviennent des libertes à Rome, parce que justement, à cause de leur origine grecque. Mais il n'empêche que la médecine à Rome était une médecine écrite en grec, professée en grec. Nous avons les sources, par exemple, Cels, que j'ai déjà nommé, c'était l'encyclopédiste qui a écrit dans un traité de Medicina, donc sur la médecine. Ces sources étaient des sources grecques. Il y a beaucoup de termes qui sont simplement translittérés en grec et qui, lui, il vulgarise dans la langue des latins, donc des romains, donc en latin. Il y a toujours et c'est un peu comme entre la médecine religieuse et la médecine scientifique, si vous voulez, rationnelle plutôt. Il y a une cohabitation de la médecine qui était typique des populations, disons, italiques, qui était précédente à l'époque du Principat et à l'époque impériale finalement, et dont on a trace chez Cels, chez Pline l'Ancien par exemple, dans l'encyclopédie de Pline l'Ancien, mais la base était vraiment la médecine grecque. Essentiellement. Dans cette pratique de la médecine
Donc on voit dans sa science qu'il y a une science de recherche anatomo-physiologique et une science pratique pharmacologique, utilisation des plantes, des épices, etc. Et ce qu'on connaît encore de lui, c'est la forme galénique des médicaments, donc la forme sous forme de gouttes, de cachets, de gélules. Est-ce que déjà à l'époque, il appliquait, il y avait déjà une utilisation du médicament sous différentes formes, autres que simplement le liquide ou le solide? Oui, oui, si on exclut le liquide et le solide, vous voyez. Non, mais les solides sous différentes formes. Par exemple, Oui, comment dire, alors, on peut mettre partons du. Oui, alors on doit faire la constatation, par exemple, que les collyres chez Galien, c'était des petites pastilles qu'on délayait avec du liquide, que ce soit de l'eau ou du blanc d'œuf, par exemple, dans la plupart des cas. C'était pas uniquement des médicaments pour les yeux, déjà. Le mot collyre, finalement, renvoie uniquement à sa forme, à un médicament estampillé. Normalement, il y avait un estampage qui était fait et qui indiquait, par exemple, il y a un célèbre collyre qui s'appelait Stratiotes, qui est comment dire, l'armée et donc le soldat, voilà, et sur lequel il y a un soldat. Donc la forme était vraiment une forme solide. Il n'y avait pas vraiment de forme liquide. Bon, il pouvait y avoir aussi des formes liquides à boire, mais c'est quand même plus rare. C'était des médicaments solides qui étaient délayés dans des. Après, quand vous parlez de distinction, enfin quand vous faites une distinction entre l'anatomie et l'anatomophysiologie et la pharmacologie, il faut toujours partir du concept que pour la médecine antique, il n'y avait pas de distinction vraiment. C'était simplement des composantes, c'était les trois composantes finalement. Il y avait la diète, il y avait la diète, le régime, donc qui comprenait plusieurs, pas uniquement la nutrition finalement, l'alimentation, mais vraiment le style de vie complet. Et c'était le premier stade de thérapeutique du médecin. Ce que la diète finalement ne pouvait pas, le régime ne pouvait pas guérir, on passe donc au pharmaca, donc c'est-à-dire aux médicaments. Et ce que les médicaments ne peuvent pas guérir finalement, c'est vraiment un extrême ratio, c'est le fer. Et donc la chirurgie, les brûlures aussi, comme ça. Donc la cautérisation, voilà, pas les brûlures, mais la cautérisation plutôt. Mais comment se sert-il alors de ces dissections in vivo là sur les prisonniers pour en tirer une utilisation en pharmaco ou en chirurgie? Puisque lui, il détruit quelque chose pour prouver, par exemple, que une fois qu'on a coupé un nerf, on peut plus parler ou on respire plus. Mais comment après lui peut s'en servir pour soigner? Parce que là, ça fait juste. Alors déjà, Galien, il se sert pas des dissections sur les condamnés à mort parce que c'est déjà du passé révolu. Hein. C'était plutôt à Alexandrie. Bon, il faut bien faire attention. Donc avec Hérophile et Érasistrate, Galien n'a pas cette possibilité. Galien applique, disons, une autre possibilité qui est aussi fondamentale, c'est que à un moment donné, après avoir fait la tournée de ses études dans la Méditerranée chez les maîtres les plus importants de médecine, il fait quoi? Il revient dans son pays, à Pergame, et il fait tout pour devenir médecin des gladiateurs. Et lui, il explique bien pourquoi, parce que c'est le seul endroit où il peut voir la physiologie humaine
bien ouverte. Donc, il nous raconte des plaies béantes qu'il voit, etc. Et de l'intérêt que tout ça lui a apporté, parce que c'était le seul moment où il pouvait voir un homme, un être humain finalement ouvert complètement et voir ses entrailles, son anatomie, etc. Il souligne très bien que c'était peut-être l'épisode le plus formateur de toute sa formation d'anatomophysiologie. Donc, c'est essentiellement c'est l'histoire finalement de la thérapeutique, c'est-à-dire à partir des qualités. Il y a un traité qui s'appelle les qualités et la mixtion, le mélange des simples. À partir et là il liste vraiment toutes les qualités et les dynamèses, c'est-à-dire les actions que tous ces ingrédients ont sur le corps humain. Donc, à partir de l'anatomophysiologie, il peut identifier la pathologie et en connaissant les qualités et l'efficacité des différents simples, des différents ingrédients, il peut imaginer une thérapeutique faite par les médicaments. C'est pas il peut imaginer, il imagine, il passe au stade successif. Et c'est la raison pour laquelle finalement il dit que le médecin, et nous le savons et nous l'appliquons ça, doit avoir une vue holistique, complète du corps humain et pas uniquement ce qui était professé par une certaine une secte, disons une école contemporaine à Galien qui promettait de devenir médecin en 6 mois. Et lui, alors, il les attaque furieusement dans ces traités, justement, en prenant des exemples des méfaits de cette école. Je crois que vous avez travaillé aussi sur des ouvrages dans lesquels il y avait essentiellement des formules. Au lieu d'avoir des simples, on avait des formules de préparation. Oui. Et donc, oui, c'est un assemblage de simples qui vont donner une action différente, ou la potentialiser, ou comme ce que fait d'ailleurs les formules en médecine chinoise. Vous pouvez nous en dire 2 mots de ces formules? Oui, bien sûr. C'était, disons, Galien a écrit 2 traités de ces formules synthétiques, parce que c'est comme il les appelle, c'est-à-dire ces 2 traités qui s'appellent sur la composition des médicaments. 2 traités, le premier c'est un 10 livres, donc 990 pages dans l'édition que nous avons, et l'autre c'est un 7 livres et il s'appelle sur la composition des médicaments selon les lieux, voire les lieux affectés. Donc, les pathologies sont ordonnées de la tête au talon, et donc vous pouvez suivre les différentes parties du corps humain, donc comment et trouver finalement pour les différentes pathologies en suivant vraiment la structure du corps. C'était une structure canonique depuis l'époque alexandrine. Tous les traités de pharmacologie étaient ordonnés de la tête au talon, décapité ad calcem. Et l'autre, c'est sur la composition des médicaments selon les genres de médicaments. Parce que nous avons, par exemple, des emplâtres, des collyres, des pastilles. Et donc, là, il les ordonne différemment. Mais c'est disons, le niveau le plus haut de la science pharmacologique de Galien, et il les a composés à la toute fin de sa vie, parce qu'il dit c'est vraiment le résultat d'une vie de recherche. Et il prend en compte vraiment pour ces recettes-là, toutes les qualités et les actions des différents médicaments qui peuvent faire exploser, disons, l'action de ce médicament, et donc rendre plus énergique l'action de ces médicaments. Et ces traités dont je m'occupe, en particulier celui
selon les lieux affectés, je m'en occupe depuis une vingtaine d'années. C'est un traité très compliqué. Et c'est un traité très dynamique parce que si vous le feuilletez, vous voyez qu'il y a des séries et séries de recettes. Mais si vous allez lire un peu mieux, ces recettes, elles ne sont pas simplement listées. Galien les commente. Galien les introduit par exemple des anecdotes, des digressions sur sa vie particulière, sur sa vie spéciale, sa vie au chevet des malades. Et il dit ce médicament, j'ai vu une fois l'appliquer à une dame qui, la pauvre, était en train de s'étouffer, ou bien j'ai vu l'appliquer avec énorme succès auprès du consul, de la femme du consul qui se trouvait dans une situation très difficile, etc. Donc c'est un commentaire continu, vraiment sans cesse, pour donner un résultat du manuel de pharmacologie par excellence, mais toujours avec un dynamisme total, c'est-à-dire un commentaire continu, une critique continuelle. Surtout parce que c'est les manuels de ses prédécesseurs qu'il reprend. Et il dit, voilà, je vous les cite à la lettre, donc vous avez, bien entendu, vous avez des centaines de noms de médecins. Par exemple, les plus importants, c'est Archigène, Asclépiade. Et donc, il dit, par exemple, Archigène, qui était presque contemporain. On est au début du premier siècle de notre ère, donc époque impériale. Il dit, dans ce médicament qui est pourtant très efficace, il n'a pas dit s'il faut l'appliquer au début de la pathologie ou bien à la fin de la pathologie. Donc ça, c'est essentiel parce que sinon, le médecin qui veut l'appliquer, finalement, il ne sait pas dans quel moment de la maladie. Et donc, pour lui, et il le dit très clairement, c'est en grec, il y a un mot qui est dit diorismos, donc c'est la précision et l'identification. Tout doit être précis, identifié pour que quelqu'un puisse adapter une recette de pharmacologie à ses propres patients. Parce que sinon, on risque de mettre les patients en danger de vie. Un autre aspect qui m'avait l'air important dans sa vie, c'est que de culture grecque, quand il était enfant, adolescent, il est allé régulièrement au gymnase pour pratiquer de la gymnastique, ce qu'on faisait à l'époque. Mais j'ai vu aussi qu'à Rome, il allait aussi à la palestre. Il a continué à pratiquer des exercices physiques tout au long de sa vie. Il a continué. Il le dit pas trop, mais le gymnase et la palestre, finalement, étaient les endroits où Galien pouvait étudier non seulement la vie des athlètes, mais surtout le quotidien. Et il fait énormément de commentaires et puis de digressions sur ce qu'il voit à la palestre, par exemple, sur l'alimentation des athlètes. Et il nous raconte des cas très particuliers, très spéciaux, par exemple, d'un athlète à un moment donné qui avait eu des problèmes de respiration. Et Galien l'avait observé, avait parlé avec lui, l'avait observé pendant plusieurs jours. Il avait vu, par exemple, qu'il avait suivi un régime dans lequel il y avait beaucoup trop de champignons et ces champignons-là provoquent finalement une dyscrasie, donc un déséquilibre humoral. Et donc, du coup, la première préconisation a été de changer d'alimentation et après éventuellement d'appliquer les différents médicaments ou les différents remèdes. Mais donc c'était vraiment disons les scènes du quotidien et où il allait pour étudier. Ouais, d'accord. Donc finalement, où qu'il soit, il étudie, il observe, il en tire des conclusions. D'après ce qu'il nous dit. Oui, d'après ce qu'il dit, il développe des stratégies, etc. Alors donc on est à cheval
entre la science, sa réflexion logique, logos, et puis l'empirisme, donc essayer et ajuster les formules qu'il a modifiées des anciens médecins, et comment à chaque retour d'expérience, il avance pour essayer de mieux comprendre et continuer à mieux modifier son approche. C'est un peu ça le Oui. fil Oui, c'est un peu conducteur de sa ça, vie. surtout parce que, oui, c'est pour ça que je vous disais, c'est un médecin qu'on peut définir d'éclectique, c'est-à-dire il prend un peu les principes qu'il considère les plus efficaces des différentes écoles, parce qu'il faut dire que à l'époque alexandrine, il y avait l'école dogmatique, donc médicale, parce qu'il y a aussi des répercussions sur les écoles philosophiques, hein. Mais bon, l'école dogmatique, donc où logique, où c'était le raisonnement qui conduisait finalement le médecin à faire des choix. Et en particulier, c'était le raisonnement. Donc, il n'y avait pas de vue, mais il y avait uniquement du raisonnement. Alors que, en même temps que la médecine logique, finalement, il y a l'école empirique qui mettait de côté tout raisonnement et pour laquelle finalement il y avait uniquement l'empirie, c'est-à-dire ce qu'on pouvait observer et avec, disons, des limitations, des fortes limitations pour ce qu'on pouvait faire. Parce que pour le médecin, c'était chaque cas était un nouveau cas parce qu'on ne pouvait pas faire d'analogie. Il y avait déjà eu une certaine synthèse autour du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y avait eu un médecin empirique qui s'était formé à l'école dogmatique et qui essaie de faire une petite synthèse en utilisant l'analogie. Eux, ils l'appelaient le passage du semblable au semblable, c'est-à-dire par exemple, une fracture sur le bras, on pouvait la traiter par analogie avec une fracture sur la jambe. Parce que, disons, même si l'anatomie n'était pas la même, à la base, il y avait des os, etc. Et donc, une certaine ouverture. Pour Galien, c'est vraiment poussé au maximum, tout ça. Donc, il est là aussi dans une critique toujours dynamique, c'est-à-dire il réfléchit beaucoup sur les choses et il présente les choses. Donc il dit systématiquement ce qu'il prend des dogmatiques, des logiques, et ce qu'il prend des empiriques. Pas systématiquement, mais il dit, par exemple, dans les cas les plus intéressants, il dit, les empiriques, ils se trompent complètement parce que ils n'appliquent pas d'analogie sur ces cas-là, alors qu'il faudrait le faire comme les logiques le font, etc. Donc, c'est vraiment c'est ça l'intérêt des 10 000 pages de ces traités, c'est le fait que c'est un développement continu, il n'y a rien d'acquis, et c'est toujours vraiment un progrès, une progression, un processus. Voilà, l'histoire de la médecine qui se fait un processus continu plutôt que par des acquis imposés. Après, il y a toujours le même biais que c'est toujours la même personne qui décide de mettre en avant l'une ou l'autre chose. Donc, Et quelque part, c'était les réseaux sociaux de l'époque où ils squattaient les médias. Donc à peu près, surtout parce que j'ai mentionné tout à l'heure ces écrits biobibliographiques. Finalement, il se décide à les faire parce qu'il y avait beaucoup de faux qui circulaient au marché de la Via Sacra à Rome. Donc, il y avait des traités qui étaient vendus sous son nom, et alors il se dit bon, à ce moment-là, moi je fais mon propre index, si vous voulez. Je vais lister tous les traités que j'ai écrits, etc. Alors c'est passionnant parce que ça résonne énormément avec même les évolutions médicales qu'on a actuellement, que ça soit sur l'empirisme ou au contraire uniquement sur la logique. Donc c'est passionnant. C'est passionnant aussi parce qu'on vient de là et que c'est notre monde. On est le résultat de ce monde-là, hein, le monde grec, le monde romain, latin, et la médecine aussi arabe et perse.
Moi, je trouve ça tout à fait passionnant de s'intéresser à ces sujets. Je vous remercie beaucoup, Alessia, d'avoir pu Merci à vous. partager vos recherches sur le sujet et peut-être qu'on fera un autre épisode en allant plus loin sur d'autres éléments de cette médecine antique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci.